Bienvenue, chers téléspectateurs, le rendez-vous de la lecture. Donc, nous allons recevoir aujourd'hui M. Claude Herbloin. Mais dans un premier temps, voici la présentation des événements à venir. Les Journées de la culture vont se dérouler à la Chapelle des Cuthberts les 27 et 28 septembre. Le 27 septembre, le groupe Musique et Poésie va consacrer sa soirée justement sur de la poésie qui traite de musique. Et le 28, bien, ça va être une soirée plutôt musicale. En parlant de musique et poésie, eh bien, nous recommençons notre saison le 3 octobre prochain avec le thème « La Terre », le 7 novembre. C'est pour ça, prenez vos crayons, là. Donc, 3 décembre, le 3, c'est-à-dire le 3 octobre, le thème, c'est la Terre. Donc, c'est toujours, nos soirées musique et poésie sont toujours à l'église de l'île du Port, à compter de 19h30. Donc, à 19h30, le 3 octobre, à l'église de l'île du Port, la Terre. Le 7 novembre, toujours au même endroit, toujours à la même heure, le thème va être les surréalistes. Le 5 décembre, on visitera la poésie de M. Roland Giguère. Et on revient au mois de février avec la Beat Génération. Le 6 mars, la poésie de Bob Dylan. Et j'attire l'attention, la soirée du mois d'avril aura lieu exceptionnellement le samedi 5 avril. Elle sera consacrée à l'œuvre de Félix Leclerc. En effet, l'année 2014, marque le centenaire de la naissance de Félix Leclerc, ce grand Québécois. J'attire également votre attention sur ce qui s'est passé le 8 septembre à Saint-Ignace de Loyola. À Saint-Ignace de Loyola, ils ont inauguré, la municipalité a inauguré plusieurs lieux pour rendre hommage à des gens de Saint-Ignace qui sont vraiment dévoués. Effectivement, il y a eu cette journée-là, le 8 septembre, inauguration du parc Albert-Saint-Martin, le parc Serge-Giraud, la bibliothèque Régent-Ducharme. Et à l'intérieur de la bibliothèque, il y a 2 sections. La section André Chevalier-Bergeron et la section Lise Saint-Martin-Bassin. Donc, ce fut une très belle cérémonie. Et fait que j'attire votre attention que sur le 18, 19 et 20 octobre prochain, ça va être la fin de semaine, hommage à Régent-Ducharme. Donc, le 18, ça va être une réception civique. Et le 19, ça va être une journée pleine, qui va commencer à 10 h le matin, par une conférence à 10 h le matin au restaurant Le Marais. Le restaurant Le Marais, c'est anciennement la demeure de M. Régent-Ducharme. Donc, à 10 h, le 19 octobre, une conférence de M. Réal Chevrette qui va s'intituler « Régent-Ducharme aux îles et les îles chez Régent-Ducharme ». L'après-midi, la conférence va être donnée par Mme Lise Gauvin, qui est une spécialiste des œuvres de M. Régent-Ducharme. Et la conférence sera intitulée « De chercheurs de mots aux chercheurs d'objets ». On sait également que Régent-Ducharme, sous un nom d'emprunt, Roch Plante, fait de la peinture. Et le 20, bien entendu, officiellement, très officiellement, on va inaugurer la bibliothèque Régent-Ducharme. Ensuite, on passe maintenant aux parutions. Oui, il y a des livres qui vont paraître prochainement. Mme Nina Savignac nous revient encore cette année avec un nouveau livre. Il s'agit du 3e volume
de la trilogie de l'Irlandais. Le titre de ce dernier livre de la trilogie s'intitule « Les Descendants ». Donc, on peut renommer les œuvres que nous a produites Mme Nina Samignac, Jean du Voyage, la trilogie Eva, Eugénie et Marguerite, Lénie Charles, La Maison sur la Grève, et finalement les deux premiers livres de l'Irlandais Elwyn, ensuite Martin. Puis finalement, Mme Nina Samignac nous prépare un autre roman qui portera, semble-t-il, le titre suivant, L'Églantine et le chardon. Donc, tout prochainement, au mois d'octobre, Mme Nina Samignac va nous présenter son livre Les Descendants, dans la trilogie de l'Irlandais. Autre parution, M. Réal Chevrette, de l'île Saint-Ignace, celui qui a été quand même l'instigateur de bien des activités culturelles à Saint-Ignace-de-Loyola, va voir son livre Fragments d'aube être publié par les Écrits des Forges. Il va y avoir un lancement de ce recueil de poèmes à Montréal, sur la rue, dans une librairie de la rue Mont-Royal. Et également, ce qui est prévu aussi, c'est qu'à l'église de l'Île-du-Port, à la fin du mois d'octobre, il va y avoir le lancement ici, dans la région, du livre de M. Réal Chevrette. Donc, on se dise, Réal Chevrette va nous présenter son livre, Les Fragments d'aube, toujours aux Écrits des Forges. Et je vais terminer, donc, comme vous avez pris ça en note, et finalement, un tout dernier sujet, atelier d'écriture. Bon, j'anime des ateliers d'écriture. Un atelier d'écriture, ce n'est pas un cours. On apprend à son rythme et on essaie de se donner le goût d'écrire. Fait que je donne les ateliers d'écriture à chaque 2 mardis à la bibliothèque de Berthierville. Donc, on s'informe à la bibliothèque au 836-6767. Et je vous invite aussi, à nos téléspectateurs de Saint-Ignace-de-Loyola et tout comme de Saint-Levève-de-Berthier, de contacter votre bibliothèque pour savoir les heures d'ouverture et fréquenter ces bibliothèques. Fait que l'émission va se continuer avec l'entrevue avec M. Claude Herbloin. Fait que merci beaucoup de demeurer à l'antenne. Merci. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À cette deuxième partie de notre émission, nous avons le plaisir d'accueillir M. Claude Herbloin. Konnichiwa. Vous venez d'entendre du japonais. Bon, je vais vous présenter brièvement
M. Claude Herbloin, et ensuite, on aura le plaisir de lui poser des questions. M. Blouin est essayiste et nouvelliste. Il a étudié au Japon, à l'Université Sophia du Japon, à Tokyo, le théâtre et l'art japonais. Comme vous avez pu le constater, M. Claude Blouin parle un peu le japonais. Il est un spécialiste friand de cinéma de ce pays. Il a commencé, il est enseignant aussi au cégep de Joliette. La première année, il a enseigné le grec ancien, suivi de 22 années où il a enseigné à la fois la littérature française et le cinéma. Et finalement, les 10 dernières années, il a enseigné uniquement le cinéma. De 1979 à 1987, il était chargé de cours à l'Université de Montréal où il enseignait strictement le cinéma japonais. Donc, ce goût a été repris par beaucoup de ses élèves, de ses étudiants, dont son fils François, qui est maintenant réalisateur à la télévision. Sa production littéraire est un pont entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident et comprend près d'une quinzaine d'œuvres. Il a écrit plus de 150 articles sur le cinéma japonais. Il a collaboré à plusieurs périodiques, dont 24 images, le cinéma séquence, Cinébule, Écrit du Canada français, Trajectoire, Combat, et il a collaboré à cette revue. Shōmin et également à une revue japonaise. Là, le nom, c'est Kinema Jumpo. Jumpo. Ces articles ont également paru dans la revue de la Cinémathèque de Montréal et celle de Tokyo. De plus, il s'est mérité des prix de haut prestige. Exemple, en 1985, on lui remet le prix Marcel Panton. En 1994, c'est la médaille Maximilien Boucher pour sa contribution à la vie culturelle de la Naudière. Et finalement, il s'est mérité en 1998 le prix de 20 ans du Conseil de culture de la Naudière. Fait que là, je vais, avant de vous poser des questions, M. Blouin, je vais mentionner les œuvres. Sa première œuvre, Du Japon et d'ici, parue en 1975 aux éditions Flaibart du regretté Paul Beaupré. Ensuite viennent les œuvres La Visiteuse, en 1979, avec Donald Allary. Le Chemin détourné, en 1982. Et finalement, il y a eu une trilogie. Dire l'éphémère, en 1983. Faire l'essentiel, en 1987. Le temps rêvé, en 1991. Ces trois titres-là forment une trilogie. Ensuite, il y a eu Des instants dérobés, Petite géométrie du cœur, La ville où fleurissent les images, Carnet de curieux, Ce qui n'est pas moi, en 2005. Et en 2010, il produit Un brin d'herbe, qui est une nouvelle. En plus, il a fait paraître des livres électroniques en 2013. Le plaisir de relire, que les gens peuvent lire gratuitement sur le site de Connexion La Naudière. Il en est de même pour son roman La Confidente. Donc, on vous a présenté succinctement M. Claude Herbloin. M. Blouin, maintenant, on est à la période des questions. Qu'est-ce qui vous a, dans votre famille, est-ce qu'on lisait beaucoup? Moi, je viens d'une famille où le livre est aussi présent que le pain. Mon père a rêvé d'être écrivain
Et puis, si la raison pour laquelle je signe Claude R. Blouin, c'est que le R a été ajouté parce qu'à l'école, on était 2 Claude Blouin dans la même classe, la raison pour laquelle j'ai gardé ça en dehors de la classe est un peu pour que mon père, d'une certaine façon, continue à avoir son nom sur la couverture des livres, parce que lui n'a pas accompli ce rêve-là, mais il aimait écrire, mon père. Il aimait lire, puis quand il n'avait pas le temps de lire, il donnait un livre à ma mère, puis il disait « Cécile, fais-moi un résumé de ça ». Puis il aimait beaucoup le cinéma aussi, le cinéma de répertoire. Et il nous donnait, quand on était fin ou à nos fêtes, des livres. Aussi, j'ai été assez surpris quand je lui ai dit « Je veux devenir prof de lettres », qu'ils me disent « Pourquoi tu ne fais pas médecine, droit, puis tu ne gardes pas, comme Claude Jutras a fait, après, quand tu auras un diplôme, bien, que tu ne fasses pas ton art. » Parce qu'il était convaincu que, comme il y avait juste les prêtres qui enseignaient dans les collèges classiques, je ne trouverais jamais d'emploi. Ça m'avait comme choqué, étant donné que je lui dois, comme à ma mère, le goût de la lecture. Donc, chez nous, ça a tellement marqué que ma sœur Louise, qui est décédée maintenant, a été pendant 30 ans collaboratrice à la maison d'édition Écrit des Forges. Elle-même a une plume de soie. Ma sœur Nicole aime écrire et a participé au milieu culturel depuis toujours. On baigne là-dedans un peu. Ah non. Vous venez d'une famille quand même qui vous a aidé. Maintenant, on va aborder le sujet de l'enseignement. Oui. Quand même, vous avez enseigné 32 ans au moins au Cégep de Joliette. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir enseignant? Bien, je me souviens très bien que quand j'étais au collège, moi, j'aimais écrire, mais écrire, pour moi, c'était comme respirer. C'était pas un métier avec lequel on gagnait sa vie, ça faisait partie de la vie. Et je voulais rester libre de ce que j'essaierais d'écrire, pour le meilleur et pour le pire, pour que ça puisse toucher des milliers de gens ou personnes. J'avais besoin d'écrire, mais ça ne me rentrait pas dans la tête que ça puisse être mon gagne-pain. Puis il me semblait que je serais chanceux si jamais je trouvais un métier qui me permettait de concilier mon plaisir de lire avec la transmission du plaisir que j'avais reçu. Puis c'est là que j'ai choisi de l'enseignement, quand j'étais en rhétorique, à la bibliothèque, assis devant le bibliothécaire. Je me suis dit, moi, je veux devenir prof de lettres. Bon, vous avez été professeur de littérature pendant 22 ans. Là. Oui. Et également, vous avez enseigné le cinéma. Oui. Puis, on a dit tout à l'heure que lorsque vous étiez à l'Université de Sofia à Tokyo, oui. vous vous êtes intéressé à la culture et à l'art japonais. Oui. Et que vous avez appris le japonais, et vous avez développé une, on pourrait dire, spécialité, oui. un spécialiste friand du cinéma japonais. Qu'est-ce qui vous a amené là? Bon, plusieurs choses. D'abord, les livres et le cinéma m'ont amené vers le Japon, puisque c'est par les livres et le cinéma que j'ai découvert cette culture-là. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé par la bande dessinée, les Bogdanés, où les Japonais étaient présentés comme les méchants, les Spirou, même dans Tintin, où un des seuls Japonais, c'est Mitsuhito, il n'est pas très bon. Donc, comment se fait-il que j'ai pu être attiré par une culture qui était présentée par ses côtés les plus négatifs? Ça tient en partie à l'influence d'un de mes lointains parents qui était missionnaire jésuite au Japon, puis qui, voyant mon intérêt pour la culture asiatique, m'a apporté des livres très spécialisés pour mon âge sur le Japon. J'ai aussi, à 15 ans, vu un film qui est Le Conte de la lune vague après la pluie, qui est le premier film que j'avais le goût de commenter dans le journal étudiant. À partir de là, j'ai développé le goût de cette culture-là, mais pas parce que j'aime juste le Japon, mais parce que j'ai pas le temps dans une seule vie d'aller à fond dans toutes les cultures qui m'intéressent. Et ce qui m'intéressait, c'est de définir d'une certaine façon qu'est-ce qui nous rendait uniques, nous, ici, et pour ça, faire le détour par ailleurs, pour apprendre à distinguer ce qui était naturel de ce qui était culturel. D'où le titre de mon premier livre qui contient et des nouvelles et des essais du Japon et d'ici. Ici, ça peut être n'importe où sauf au Japon. Et dans mon cas, c'était dire, voici le point de vue de quelqu'un qui est extérieur à la culture. Et pour moi, le défi, c'est d'essayer de voir jusqu'où on peut aller dans la connaissance d'un autre, sans cesser d'être soi-même, bien entendu, parce que s'il faut qu'on s'oublie soi-même pour devenir comme l'autre, tout est à refaire dans le chemin inverse. Exactement. Donc, mon goût du Japon vient de mes limites d'une certaine façon, puisque je ne peux pas tout savoir. Bien, est-ce qu'il y a quelque part une culture qui me permet, à travers elle, d'aborder d'autres cultures?
Dans le cas du Japon, c'est fascinant parce que le Japon a reçu l'influence de la Chine et de l'Inde. En sorte qu'en étudiant le bouddhisme ou les arts japonais, on remonte à la Chine via la Corée, puis on finit par aboutir aux Indes. Donc, on a 4 cultures pour le prix d'une. Puis, en même temps, il se trouve qu'extérieurement, le Japon est très contraire au Québec, hyper codifié, autant que nous autres, on a un côté libertaire, qu'on avait en tout cas un côté libertaire. Puis ça m'intéressait de voir qu'est-ce qui se cachait derrière ça. Qu'est-ce qui, dans les formes propres à une culture, révèle un besoin qui, lui, est universel. Fait que c'est un peu la trame qui m'a guidé pendant toutes les années où je me suis intéressé à la culture japonaise. Et puis vous avez, dans votre enseignement, partagé cet enthousiasme, on pourrait dire, à vos élèves là, pendant le cinéma japonais. Est-ce qu'il y en a... Comment ont réagi vos élèves? Bien, c'est intéressant parce que, dans le fond, j'ai été très sobre dans l'enseignement du cinéma japonais, même si c'est de ça que mes anciens élèves me parlent. Sur 2 ans, là, je consacrais 5 semaines au cinéma japonais. Dans le même bloc de cours, j'en consacrais 9 ou 10 au cinéma québécois. Je donnais une session complète au cinéma américain. Une session complète aux différents genres, puis là, je ne parlais pas du cinéma japonais. Puis une session pour faire des films, puis là, je faisais comparer des fois un film japonais. Donc, j'en ai parlé, mais comme c'était la forme de cinéma la plus différente de celle qu'ils connaissaient, c'est probablement de ça qu'ils se souviennent le plus. Et puis, pour moi, c'était une façon de leur poser la question suivante. Regardez là, 2 films québécois. Mettons, Louis Cyr qui vient de paraître, puis regardez, mettons, un film de Gilles Groux, comme Entre tu et vous. Bon, quand vous le regardez, là, parce que vous êtes québécois, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que les films sont plus faciles à comprendre qu'un film japonais? Puis là, j'opposais un film japonais du genre de Louis Cyr, puis un film japonais du genre de celui que Groux a fait. Puis là, j'essayais de leur faire comprendre comment... Le fait d'appartenir à une culture nous facilite certaines choses, mais comment c'est pas suffisant. Comment la connaissance du langage du cinéma est également importante parce qu'un cinéaste d'une culture donnée peut travailler sur la façon de s'exprimer, puis dégoûter les gens de son public, de son pays, puis avoir une forme de reconnaissance de la part de gens de d'autres pays qui, eux, sont ouverts à des styles différents. Fait que c'est ce jeu-là où je les provoquais. Mais vraiment, là, le cinéma japonais, c'était 4-5 semaines sur, comme je dis, 2 ans. Bon, même si comme vous venez de le dire, c'est que vous avez quand même plusieurs formes de cinéma américain, québécois, tout ça, japonais. Vous avez plusieurs de vos élèves. Est-ce qu'il y en a qui prennent la relève? Bien, il y a 2 façons dont, d'abord, ils prennent la relève. Moi, mon but, c'était pas de former des cinéastes ou des écrivains quand j'enseignais la littérature. C'est de former des lecteurs et des spectateurs ouverts, prêts à faire une aventure, à risquer des formes de cinéma différentes. Ça peut être très commercial comme très pointu. Et là-dedans, il y a, évidemment, j'espère que les étudiants qui ne sont pas devenus cinéastes, écrivains ou profs ont continué à garder un goût du cinéma comme moyen de réflexion, pas juste comme source de sensation, puis la même chose pour la littérature. Parmi mes élèves, il y en a qui sont devenus cinéastes, un tout petit nombre, mais mettons une vingtaine, dont mon propre garçon qui fait des clips et puis qui a fait de la pub, qui a fait des films personnels, qui travaille un peu partout dans ce milieu-là depuis maintenant presque 15 ans. Et le plus ancien, ça serait Michel Poulette, qui va sortir un film en février, puis qui vient de Sainte-Élisabeth. Il y a Pierre Dalpé qui fait de la pub. Il y en a bien d'autres qui sont maquilleuses, accessoiristes, un peu partout. Mais ce n'était pas mon but de créer des professionnels du cinéma. En voyant comment leurs collègues réagissaient, ils se sont trouvés à prendre une piqûre. Par rapport au cinéma japonais, je pense qu'ils ont gardé une certaine curiosité, mais ce qui me touche le plus, c'est de voir que dans d'autres collèges ailleurs, il y a toute une relève de jeunes qui gardent l'attention à ce cinéma-là et qui écrivent superbement, à part de ça, sur le cinéma japonais. Moi, je me retire tranquillement à la pointe des pieds. Je continue à faire de la critique, mais je vois bien que la relève est assurée. Mais là, il n'y a personne en particulier, un professeur, vous dites, lui, là, vraiment,
il est vraiment impliqué là-dedans? Oui, il y en a. Il y a, par exemple, celui qui va donner le cours de cinéma japonais à l'Université de Montréal, qui s'appelle Martin Picard, mais à qui je n'ai pas enseigné. Il y en a un à qui j'ai enseigné, qui s'appelle Marc-Joly Corcoran, qui est spécialiste du jeu vidéo, puis qui garde le lien avec le Japon. Il y a un jeune chercheur, Mathieu Ligoyette, qui anime une revue. Il a sorti 2 numéros spéciaux juste sur le cinéma japonais, la revue Panorama Cinéma. Vous pouvez aller sur Internet voir ça, d'ailleurs. C'est une revue généraliste. Mais quand il a fait sur 3 livres, il en a fait 2 sur le cinéma japonais. Il y a 26 ans. D'accord. Maintenant, on va délaisser peut-être un peu le côté cinéma pour revenir à l'écrivain que vous êtes. Vous avez dans le domaine du Japon ici. Ensuite, vous avez La Visiteuse. Oui. Que vous avez écrit avec Donald Allary. Oui, c'est-à-dire que La Visiteuse, c'était la nouvelle de Donald Allary. Puis moi, j'avais une nouvelle assez longue qui s'appelle Le Dragon blessé. Puis on s'est associés pour produire ce livre-là sous la bannière de l'atelier de production littéraire de la Mauricie, parce qu'on trouvait ça amusant que 2 voix complètement différentes soient associées, puis par amitié aussi, parce que ça a été non seulement mon collègue de bureau pendant 27 ans, mais c'est aussi un de mes très bons amis, qui est un excellent écrivain, constant en tout cas. Lui, il est rendu à plus qu'une vingtaine d'ouvrages. Alors, il en a sorti l'année passée, il en a sorti 3 il y a 2 ans, la même année. Mais on n'a rien de commun dans le ton. D'accord. Mais ça reste un grand ami. Ensuite, ça a été Le Chemin détourné. Oui. Le Chemin détourné, quand je suis allé au Japon, les cours de cinéma formels, accessibles en anglais n'existaient pas. De la même façon qu'au Québec, c'était tout récent qu'il y ait une formation académique en cinéma. Je suis un autodidacte en cinéma. Et comment concilier mon goût de la culture japonaise puis avec les études, c'est que j'ai, à l'université, étudié le théâtre classique japonais, le no et le kabuki, et l'histoire de l'art et l'histoire de Chine, d'ailleurs. Puis, dans mes temps libres, j'allais là d'abord pour faire une recherche sur un cinéaste qui s'appelait Kobayashi, que je voulais remettre dans le contexte de son époque. Donc, la première moitié du livre, c'était quand les Japonais parlent d'érotisme, de mort, ou quand ils cherchent la beauté, qu'est-ce qu'ils font. Puis la deuxième moitié, c'était qu'est-ce que Kobayashi en a fait, puis comment ça se compare à ce que les autres ont fait. Fait que j'ai écrit le cœur de cet essai-là, que ça m'a pris 10 ans pour trouver un éditeur, mais je l'ai écrit en 70, 71, l'année où j'étais au Japon. Ah bon, d'accord. J'ai fait cette recherche-là en écrivant, donc, Le Chemin détourné. C'est un essai au sens classique, c'est-à-dire que le « je », c'est moi qui l'assume, puis ça dit mon point de vue, et c'est comme Montaigne le voulait, je me propose des thèmes, puis là, oups, ce thème-là m'en suggère un autre, puis j'avance exactement en suivant le cours de la rivière de l'Assomption. C'est aussi peu en ligne directe. C'est pas une thèse. Bon, d'accord. Ensuite, vous allez me parler de votre trilogie, là, Dire l'éphémère, Temps l'essentiel et Le temps est rêvé. Oui. Ça, c'est le projet peut-être le plus ambitieux que j'ai abordé. Je me suis demandé pourquoi on a besoin d'images alors qu'on a déjà assez du réel qu'on ne comprend pas. Pourquoi on a besoin de fiction, alors que déjà nos histoires nous sont incompréhensibles? Et quel rapport on entretient avec le temps? À chacun des sujets correspond un livre. Dire l'éphémère, c'est une réflexion sur une comparaison entre les estampes et le cinéma, qui étaient toutes les deux des formes d'art déconsidérées, parce qu'on considérait que comme ce n'était pas un seul artiste qui était responsable du produit final, c'était moins de l'art que la peinture à l'encre, par exemple. Où là, il y a un seul artiste qui est maître de son expression. Dans le deuxième, je me suis demandé, quand on lit un livre, qu'est-ce qu'on en retient? Et quand on écrit de la fiction, pourquoi carrément on ne raconte pas notre vie ou on ne dit pas nos idées? Et là, je me suis rendu compte que quand on veut parler du plaisir sensuel et érotique de l'autre, on est bien obligé d'imaginer. Quand on veut parler du rapport à l'absolu, à la surnature, on est bien obligé d'imaginer. Puis quand on veut parler du rapport avec l'au-delà, on est bien obligé d'imaginer. Puis en finissant cet essai-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait un thème. Il y a un autre thème qui nous oblige à passer par l'imagination, c'est le temps. D'où le 3e volume, Un temps rêvé, où dans les 3, c'est des personnages. Dans les 2 premiers,
Benjamin dialogue avec N. Dans le troisième, il est tout seul, puis il essaye de voir qu'est-ce qu'il peut dire quand il est avec lui-même, laissé à lui-même. Donc, c'était à la fois des fictions, un roman, puis à la fois une réflexion philosophique. Philosophique. Et cette trilogie-là, elle est encore disponible? Elle est censée être disponible encore par la maison d'édition HMH, mais on peut la trouver, comme mes livres, là, à la Bibliothèque nationale, parce qu'il y a évidemment des exemplaires ou à la bibliothèque de Joliette. D'accord. Il y a eu un livre qui, malheureusement, qui est épuisé, Les Instants dérobés. Oui, ça, c'est le livre pour lequel je me suis mérité le prix Marcel Panton, qui est un prix régional, le prix de la Mauricie. Et puis, c'est une novelle-là, où l'histoire d'un bibliothécaire d'une petite ville et qui, chaque jour, essaie de prendre note de la fraction de seconde où il échappe à l'angoisse. Ah, bon. D'accord. Petite géométrie du cœur. Ça, c'est un recueil de nouvelles publié chez Boréal, qui est encore disponible chez cet éditeur-là. Les 4 premières sont des variations sur l'idée de parallèle. En mathématiques classiques, d'un point à l'extérieur d'une droite, on peut faire une seule parallèle. Mais en géométrie moderne, il y a plusieurs autres hypothèses possibles. Puis j'ai transféré ça au monde des émotions. Dans la deuxième moitié, les 4 autres nouvelles reprennent 4 des 5 grandes relations dont le philosophe chinois Confucius dit que quand elles sont bien accomplies, la société est harmonieuse. Fait que c'est les 8 nouvelles ensemble. Il y en a 3 qui ont un arrière-plan japonais, 5 qui sont très québécoises, sont au Québec. Moi, je dirais que dans mes œuvres, là, si on veut voir ce que je pense du Québec, il faut lire ce que j'ai écrit sur le Japon. Puis si on veut voir ce que je pense du Japon, il faut voir ce que j'écris du Québec quand je ne parle pas du Japon. Ah, bon. Donc, par exemple, La Confidente, ça m'a été inspiré par des paysages de mon enfance à Sainte-Rose-de-Laval, mais que j'ai transposé quelque part dans des îles de Berthier imaginaires ou entre Saint-Zénon et Sainte-Émilie, puis Joliette. Ça se passe entre 1955 et 1975. Ça ne parle pas du Japon. Mais là-dedans, il y a plus de choses, à mon sens, qui manifestent en quoi le Japon m'a influencé que dans, par exemple, Terre l'essentiel ou Dire l'éphémère, dont les références sont ouvertement japonaises, mais qui, en réalité, dit beaucoup de choses sur ce que je pense que nous sommes, ou en tout cas, que comme Québécois, je suis plus apte. On n'est pas oublié ce que monsieur vient de me dire. La Confidente, c'est un livre, je le répète, c'est un livre électronique qu'on peut retrouver sur Connexion Lanaudière. Ensuite, vous avez La ville où fleurissent les images. Ah, ça, c'est un projet que j'avais parce que je me suis rendu compte que la ville de Tokyo est une ville recouverte d'images. Puis moi-même, comme spécialiste de cinéma, je suis allé 20 fois au Japon et j'ai vu des films au Japon. Et j'ai voulu voir quelle différence ça faisait que de voir le film d'une culture donnée, par exemple un film québécois quand on est québécois au Québec, et voir le même film quand on est dans un autre cadre culturel. Et là, j'ai comparé les images que je côtoyais pendant un séjour de 3 semaines à Tokyo avec le Japon réel. Puis, je me suis trouvé à aller voir une vingtaine de films. Dans le livre, j'en ai gardé 9. Et je raconte comment ce que j'ai vu dans ce film-là a influencé ce que j'ai vu le lendemain d'un jour suivant dans la perception que j'avais de Tokyo. Mais comment, à l'inverse, ce que j'avais vu de Tokyo la veille pouvait influencer ce que je percevais dans le film. Il y a donc un aller-retour, un jeu, qui me paraissait intéressant parce que pour moi, la représentation n'est pas le réel. Et c'est capital de toujours faire la différence. C'est ce qui fait qu'il y a une énorme différence entre connaître une culture par ses représentations et y connaître parce qu'on a soi-même sué dans les rues ou en montant le mont Fuji. Donc, c'est ce jeu-là du réel avec le représenté, qui est peut-être un des grands thèmes de tous mes ouvrages, que ce soit de la fiction ou de l'essai. Ah bon, d'accord. Carnet d'un curieux. Carnet d'un curieux, c'est un livre qui est le petit frère jumeau du suivant, qui s'appelle « Tout ce qui n'est pas moi ». Les deux sont des essais dont le thème central, c'est « Pourquoi sommes-nous curieux? Qu'est-ce qui nous rend curieux? Qu'est-ce qui n'excite pas notre curiosité? » Pour le premier, j'ai choisi 4 romancières japonaises pour faire contraste avec ma tendance à toujours rattacher aux classiques et aux anciens. 4 modernes, 4 femmes en plus, pour voir qu'est-ce qu'elles avaient à dire de la curiosité
et comment elles éveillaient par leur récit mon intérêt, qu'est-ce qui me donnait le goût d'aller jusqu'à la fin du roman. C'est pas un essai sur les 4 romancières. C'est vraiment un travail sur qu'est-ce qui nous rend curieux. Dans le deuxième, ce qui n'est pas moi, là, je me suis demandé qu'est-ce qui n'excite pas ma curiosité. Puis j'ai choisi les roches. J'avais l'impression, moi, que les roches, dans ma vie, ça ne m'avait jamais intéressé. Puis en m'attachant à interroger dans ma mémoire quel lien j'avais avec les roches, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de liens que ce que je croyais. Par contraste, j'ai dit, regarde, j'ai passé ma vie à étudier le cinéma, pourquoi? Et là, j'ai consacré une autre section de l'essai à me demander qu'est-ce qui, dans le cinéma, pouvait tant venir me solliciter. Puis à la fin, j'ai fait une conclusion qui est ma réflexion sur ce que c'est que d'éveiller la curiosité chez les autres. Donc, qu'est-ce que c'est que d'enseigner ou d'étudier? Ah, bon. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a une certaine relation entre l'enseignement, la littérature et le cinéma. Oui. Le cinéma qui, comme la littérature, traduit un peu ce qui se vit, l'état d'âme d'un peuple ou son évolution. Donc, ce que je comprends bien, c'est dans votre vie, il y a cette, on pourrait dire pas cette trilogie, là, mais ces 3 thèmes qui se relient entre elles. Oui. Donc, quand vous écrivez, vous pensez peut-être un peu cinéma. Oui. Je pense montage. Par exemple, ma notion de style est moins axée sur le choix des termes que sur l'ordre dans lequel je les mets, ce qui peut dérouter mes lecteurs parce que j'aime les inversions, j'aime les incises. Pour moi, il s'agit de faire au lecteur une expérience analogue à celle que j'ai faite, de façon à ce qu'en fin de lecture, il soit au point où j'en suis moi-même, au même point d'ignorance, si j'ose dire. Parce que toute la connaissance qu'on a, quand on l'explore, a pour fin d'éclairer les choses, mais en bout de ligne, on se retrouve devant le sens de l'inconnu, de la découverte à faire encore. Puis c'est ce que j'essaye par la phrase de suggérer. D'accord. Autre élément, vous, actuellement, là, vous êtes à la retraite depuis 15 ans. Vous avez écrit quand même depuis votre retraite. Dans la vie de l'écrivain, Claude Herbloin, comment se déroulent les journées? Ah, bien, je suis assez maniaque, dans le sens que je décompose ma journée en petits morceaux. Je fais le travail de concentration intellectuelle, je le fais chez moi après avoir fait 20 minutes de japonais. Là, je fais à peu près 1 heure, 1 heure et demie quand j'ai un livre en cours. Je ne m'impose pas d'avoir de livre en cours. Il faut que j'aie une idée. Mais quand j'en ai une, là, je deviens très rigoureux. Tous les jours, à la même heure, au moins 1 heure le matin. Après, je vais faire mon 20 minutes de marche rapide. Puis après, je vais au café entre, mettons, 10h30 et midi. Je vais refaire la même chose entre 3 et 4h30 pour être disponible là, au cas où des étudiants auraient le goût de discuter de littérature, de cinéma, de culture japonaise ou d'écriture. Puis l'après-midi, après une petite sieste, là, je vais faire encore 1h30 de travail intellectuel. Puis pour le café, je réserve la lecture des livres qui me demandent moins de concentration ou qui sont plus dans l'imaginaire. Les livres là, plus philosophiques, je les lis plutôt à la maison. Et puis, le soir, je travaille très peu intellectuellement. Là. Je regarde la TV ou je vais lire ou je vais jouer au Scrabble. Là, mais... mais mon écriture a varié selon les époques de ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le premier jet d'écriture. Puis, quand je me relisais, je corrigeais en ajoutant des choses. Puis, entre, je dirais, 30 et 40 quelques années, là, j'ai corrigé beaucoup en retranchant. Par exemple, dans Du Japon et d'ici, il y a une nouvelle de 8 pages qui, à l'origine, était un roman de 120. Là, ça a été la limite. Puis après ça, je suis revenu à une forme de correction qui manie les deux. Un petit peu d'ajout ici, j'enlève beaucoup là. Et selon les types de livres aussi, il y en a qui me demandent la documentation, d'autres qui sont de pure imagination. Quand je fais des nouvelles, par exemple, je me documente pas. Je parle de la documentation qui me reste en tête.
Par exemple, dans un brin d'herbe, mon tout dernier recueil de nouvelles, bien, ça part du temps de la préhistoire, puis ça finit pratiquement au Vanout à Joliande, maintenant. Mais c'est l'histoire de l'humanité à travers des cas de conscience. Chaque personnage appartient à une culture, puis à une époque différente. Donc, on fait l'histoire de l'humanité, l'histoire, à mes yeux, à moi, de nos racines. Donc, ça, cette écriture-là, c'est les lectures que j'ai faites antérieurement ou mes voyages qui l'inspirent, mais c'est pas, je lis pas pour ça. Tandis que quand je fais un essai, si je me donne un thème, par exemple, la représentation de l'érotisme dans le cinéma japonais, là, j'ai une période de documentation, après ça, une période de digestion de tout ça, puis j'écris. Puis après ça, je me corrige. Vous posez peut-être une question, vous répondrez si vous voulez ou pas. Vous avez parlé de votre fils tout à l'heure, François. Oui. Est-ce que lui, il fait comme vous un petit peu, est-ce qu'il lit beaucoup? Mon garçon, par exemple, était quelqu'un, mais il faudrait qu'il parle de lui-même, mais qui lit beaucoup d'essais. Pas tant de fiction que d'essais. Il lit plus que moi des essais de politique, de psychanalyse, beaucoup de ces choses-là. Mais moi, je pense que les cinéastes ont intérêt à lire pas forcément de la fiction, mais il faut que ça prend un brassage de points de vue. Et j'encourage les jeunes, moi, à lire. Je leur donne une liste de lecture, puis je leur dis ça, c'est des points de référence dans l'histoire littéraire. Pas forcément des livres que vous allez tous aimer, mais c'est des livres qui ont changé ce qu'on pensait que la littérature pouvait faire. Donc, ça vous aiderait de voir un peu comment ils sont faits, puis vous vous disiez, bien, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas là-dedans. D'accord. Je soupçonne que vous avez quand même une première lectrice. Oui. Ça doit être votre femme. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des choses, par exemple, mes articles, elle ne les lit pas nécessairement. Le premier lecteur, c'est l'éditeur. Ah, bon. Je vais lui en imprimer une copie, elle va le lire. C'est la meilleure de mes lectrices parce qu'elle a ce talent d'aller à l'essentiel par la sensibilité. Exact. Puis, donc, elle a une bonne intuition de ce que j'essaie de rendre, puis être aussi impitoyable pour dire, ben là, tu te répètes, là, ainsi de suite. Bon, c'est une excellente lectrice, oui. Mais il y a des... elle ne lit pas nécessairement tout, parce que j'écris trop. Non, mais justement, donc, il reste quand même, comme vous dites, quand les idées viennent, vous mettez vraiment, vous avez dit tout à l'heure, bon, tout à l'heure, je fais vraiment ça. Oui. Est-ce qu'actuellement, est-ce que vous avez quelque chose en fraîche? Là, je suis en train de faire le ménage. J'ai à peu près 4-5 l'équivalent de livres là, de faits. Là. Je suis en train de faire le ménage, les raccourcir, les épurer. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Puis, j'ai une idée vague. En général, je ne parle pas de mes projets qui ne sont pas écrits, dont le premier jet n'est pas écrit. Mais j'en ai un, là. Mais avant de passer à celui-là, je veux travailler des nouvelles que j'ai écrites l'an dernier puis que j'ai pas relues. Puis ça, c'est toujours terrible parce que là, on tombe dans le réel de ce qu'on a fait par opposition à tout ce qu'on pensait avoir fait. Comme ça, il faut laisser dormir quelquefois. Ces ça. œuvres, il faut les découvrir ou les redécouvrir, puis là, de les épurer. Puis moi, je les laisse dormir longtemps. Il y en a, je peux laisser dormir 10 ans. Ça ne me gêne pas. Je ne suis pas pressé. Là. On va faire un petit résumé. Là, vous voyez, les spectateurs, des livres écrits. On parlait d'un vrai date tout à l'heure. Ça, c'est disponible à la Librairie Martin. Librairie Martin. On a ici ce qui n'est pas moi, ce dont vient de parler M. Blouin. Ça aussi, à la Librairie Martin. Un temps rêvé. Ça faisait partie de la trilogie. Et finalement, Petite géométrie du corps. Ce sont des livres que vous pouvez vous procurer. Mais à la bibliothèque aussi, hein? Parle de prêt interbibliothèque, là. Oui. C'est sûr que ça intéresse. Puis ça, là, c'est... Ça, c'est la revue à laquelle je collabore depuis 16 ans. C'est une revue allemande consacrée au cinéma asiatique et québécois qui publie en allemand quand est imprimé les articles que je fais, mais qui les met en ligne en français.
Fait que si on tape mon nom puis Sho Mingeki, on va tomber sur les articles que je fais sur le cinéma japonais récent, là. Les films qui passent dans les différents festivals de Montréal. D'accord, donc c'est via Internet. Oui. Donc, on prend Sho Mingeki. Ça veut dire le théâtre des citoyens, le théâtre du peuple. Sho Mingeki. C'est un genre de film. Et puis l'autre? L'autre, c'est la revue Kinema Jumpo, qui est la plus ancienne revue de cinéma peut-être au monde, qui a un énorme tirage au Japon. Puis il s'est trouvé qu'une grande dame qui a initié les étrangers au cinéma japonais en faisant le tour des festivals, qui a vu ce que je faisais, puis elle m'a ouvert les portes à cette revue-là en me demandant d'écrire chaque année pour le mois de novembre un article sur comment je percevais le contenu, le style des films japonais présentés à Montréal. Puis ça paraissait en novembre ou en décembre chaque année, entre 79 et 87, je pense, chose comme ça, là. Puis c'était traduit par un Japonais là-bas. Mais actuellement, quelqu'un, est-ce que vous avez, est-ce que c'est traduit en français? Non, les articles sont là-dedans ne sont pas traduits en français, sont uniquement en japonais. En japonais. Puis moi, je peux pas lire je peux lire, là, mais ça me prend 3 heures lire une page. Fait que c'est pas très je suis pas un très bon lecteur. Bon, d'accord. Écoutez, je crois que là, on a fait un peu le tour du jardin. Est-ce que vous allez ajouter quelque chose? Vous avez des vœux? Est-ce que vous avez des rêves pour, je ne sais pas, la nouvelle génération? Moi, la nouvelle génération garde le goût de la lecture, cultive sa curiosité, puis lise tout ce qui tombe. Bien, qu'ils fassent un choix, là, mais oser aller vers ce qui, en apparence, n'a pas l'air de nous concerner. Je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça nous fait découvrir. Je n'ai pas appelé mon essai sur Kobayashi le chemin détourné pour rien. Je pense qu'il faut savoir s'exposer à des choses qui ont l'air étrangères pour découvrir que c'est nous qui étions étrangers à nous-mêmes. D'accord. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire un grand merci. Comment on dit merci en japonais? On dit « domo arigatou gozaimasu ». Oh my dear. Domo arigato. Arigato. C'est ça. Domo arigato. Mais c'est moi, doita hashimashite, mais c'est à moi à vous remercier de me donner l'occasion de parler aussi longtemps. Ça me fait plaisir. Et de me rappeler ce que c'était que donner un cours dans l'ancien temps. Non, mais là, il reste comme on me fait, c'est que c'est extrêmement intéressant. Et puis, je vous souhaite qu'à un moment donné, qu'il y ait d'autres livres que vous allez pouvoir publier, que ce soit sous format de livre électronique. En passant, là, je dis à mes parce que c'est des livres électroniques, donc pas nécessairement disponibles en format papier. Je leur lis le plaisir de lire. Le plaisir de relire. De relire, livre électronique, gratuit sur le site de Connexion Lanaudière. Et puis le roman La Confidente, également sur Connexion Lanaudière. Encore une fois, un immense merci. Bien, merci. Et pensez, curiosité, pensez-vous retourner au Japon bientôt? Oh, j'en rêve, là, mais c'est Proust qui disait qu'il ne faut jamais retourner 2 fois au pays au lieu où on a été heureux. Hein? Je ne sais pas s'il avait raison. On va peut-être le tester. Merci beaucoup. Là. Merci bien. Bon, l'émission tire à sa fin. Donc, je tiens à remercier CTRB de me donner l'occasion d'animer cette émission. Je remercie le technicien M. Michael Chevrette et je tiens un très grand merci à notre invité, M. Claude Herblouin. Et également, je souligne aussi la présence très discrète d'un ami à moi, Jean-Pierre Rivet, qui a pris quelques photos au cours de l'émission. Fait que, on vous dit un gros merci à vous tous qui aimez la lecture. N'oubliez pas, la lecture, c'est important. Ça nous permet de grandir. Merci beaucoup.